Benvenuti all'Adi Design Museum con Passo d'Oro, museo inaugurato il 25 maggio scorso, un museo che mostra il design come non l'avete mai visto, dedicato certamente agli esperti di settore, ma soprattutto al grande pubblico che potrà trovare tante questioni, tante domande e speriamo anche qualche risposta. Buon Italian Design Day a tutti! Chers amis, je suis très heureuse d'inaugurer cette nouvelle édition de la Journée du design italien dans le monde. Née il y a 5 ans, cette initiative est désormais un événement de référence pour tous les designers, les ingénieurs, les architectes, ainsi que pour tous les simples passionnés de la matière. Le design est l'un des éléments peut-être le plus connu du Made in Italy dans le monde. Il touche à toutes les sphères de notre vie. C'est une véritable discipline artistique, technique et en même temps scientifique, un vrai chantier ouvert d'idées et d'innovation, un symbole de notre identité nationale. Je remercie l'architecte italien Cino Zucchi ainsi que Jean-Michel Villemotte et Florent Lyonnais qui aujourd'hui célèbrent avec nous cette édition du Design Day dédiée au thème Projet et matière. Nouveau défi pour un redémarrage durable du Made in Italy. La durabilité est au cœur du plan national italien de relance et de résilience. Nous avons besoin de retrouver après la crise non seulement le même niveau de développement économique qu'auparavant, mais aussi un développement meilleur, un développement durable, orienté vers les défis du futur, vers la double transition écologique et numérique. Un développement plus juste pour les générations futures et plus adapté à relever les défis de la concurrence globale. Les acteurs du monde de l'architecture et du design, grâce à leur capacité d'imaginer l'avenir, peuvent apporter une contribution très importante à cet effort collectif. Les illustres protagonistes de cette édition du Design Day dialogueront depuis la célèbre maison aux enfants, la maison atelier conçue par Le Corbusier en 1922 pour l'artiste Amédée aux enfants. Premier projet résidentiel de Le Corbusier, la maison exprime une convergence d'intentions et d'idéaux entre l'architecte et l'artiste. C'est un lieu iconique du design et aujourd'hui un symbole de la collaboration entre la France et l'Italie. Et en effet, Tecno, groupe italien leader dans le secteur de la décoration d'intérieur et du mobilier de bureau, a décidé d'en faire son siège et son showroom. Nous n'aurons donc pas pu faire de meilleur choix pour cette journée. Un lieu et des protagonistes hors du commun pour réfléchir ensemble sur les enjeux d'une reprise stable et durable. La journée du Design Day, le Salon del Mobile et la Triennale de Milan en 2022, en évidence l'excellence de notre créativité et de notre industrie reconnue et appréciée dans le monde entier. Les données de notre commerce extérieur le montrent bien et nous amènent à voir l'avenir avec confiance et optimisme. Les entreprises italiennes trouvent un contexte très favorable en France, l'un des marchés les plus importants pour le design, l'ameublement et la mode. Des perspectives nouvelles et très intéressantes s'ouvrent donc dans cette phase. Nous sommes et nous resterons toujours aux côtés de nos entreprises pour les accompagner à saisir ces opportunités. Pour conclure, permettez-moi de partager mon optimisme. Nous avons devant nous
la possibilité de construire un monde meilleur. Nous pouvons le faire en prêtant une plus grande attention aux personnes et à notre planète. Nous pouvons donc devenir protagonistes et interprètes de cette nouvelle page de l'histoire européenne. Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée du design italien. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Nous sommes ici réunis à l'occasion de Italian Design Day, un événement annuel lancé en 2017 par le ministère des Affaires étrangères italien avec le soutien du ministère de la Culture en collaboration avec l'Agence italienne pour le commerce extérieur. Cette édition 2021 est placée sous le haut patronage de son Excellence l'ambassadrice d'Italie en France, Madame Teresa Castaldo, que nous remercions vivement pour cette opportunité. Nos plus sincères remerciements vont également à Madame la Consul Générale d'Italie à Paris, Irene Castagnoli, et au directeur du bureau français de l'Agence italienne pour le commerce extérieur, Monsieur Giovanni Sacchi. J'ai le plaisir de vous recevoir dans ce cadre extraordinaire qui est la Maison aux enfants située dans le 14e arrondissement à Paris. Premier projet résidentiel conçu par Le Corbusier pour son Amédée aux enfants en 1922. Cet atelier logement est l'expression de l'idéal puriste incarné dès 1920 dans la revue L'Esprit Nouveau. Précurseur de ce que Le Corbusier développera dès 1927 dans les 5 points d'une architecture nouvelle, la Maison aux enfants connaît désormais une nouvelle vie. Nous sommes ici à l'invitation de Florent Léonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Technofrance qui a transformé la Maison aux enfants en 2017 en un lieu de rencontre où les architectes, décorateurs et prescripteurs peuvent échanger et trouver des solutions innovantes au gré de mise en scène, célébrant l'héritage de la marque depuis sa création à Milan par les frères Borsani en 1953. Nous recevons Jean-Michel Wilmotte et Pino Zucchi, et merci mille fois d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Jean-Michel Wilmotte, je commence par vous. Vous créez votre agence en 1975, laquelle fédère désormais 270 collaborateurs de 27 nationalités différentes et œuvre dans 28 pays. L'activité de votre agence s'inscrit dans 5 domaines fondamentaux: l'architecture intérieure, la muséographie, l'urbanisme et le design. Vous dites, ma spécialité c'est d'en avoir aucune. Les changements d'échelle et de programme nourrissent votre curiosité. Vous aimez vous réinventer, toujours avec la même exigence de qualité et le même souci du détail, ce que retrace brillamment l'ouvrage paru chez Skira cette année, portant sur votre expérience des musées, qu'il s'agisse du Louvre, d'Orsay, du Rijksmuseum d'Amsterdam, du musée d'art islamique du Qatar et j'en passe. Vous venez d'achever le Grand Palais éphémère à Paris au Champ de Mars, 10 000 mètres carrés entièrement démontables, ayant vocation à accueillir la FIAC, autant que les défilés Chanel, les compétitions de lutte lors des JO 2024. Pour parler de vos collaborations avec l'Italie, en 2018, vous acheviez l'extension du centre de gestion sportive de la Scuderia Ferrari à Maranello. La même année, vous signez la scénographie de l'exposition Tutto Ponti à Paris au Musée des Arts Décoratifs, où la carrière de Joe Ponti était célébrée dans les domaines de l'architecture, du design, de l'aménagement d'intérieur et de l'édition. Enfin, toujours en 2018, visiblement une très bonne année pour les relations franco-italiennes, Techno et vous rééditiez le Todo Modo, créé en 1993 pour le Grand Louvre, un fauteuil modulable et reconfigurable à l'infini, permettant aux visiteurs de regarder les œuvres présentées sur des 6 messes opposées. Ce ne sont évidemment pas vos seules collaborations, ni avec Techno, ni avec les industriels italiens, puisque vous avez conçu de nombreux produits d'éclairage pour Artemide et Iguzzi notamment, sans parler de l'iconique lampe Washington, que vous aviez dessinée en 1983 pour l'ambassadeur de France à Washington et qui sera finalement éditée par Lumen Center Italia. Enfin, votre relation avec l'Italie s'ancre durablement à Venise, au Fondaco degli Angeli, où dès 2012, vous implantez la Fondation Wilmotte. Vous y exposez entre autres les lauréats du prix W
qui permet d'accompagner de jeunes talents pour les sensibiliser à l'importance d'associer patrimoine et architecture de demain afin de promouvoir la greffe contemporaine. Chinozuki, bonjour. Bonjour. Vous êtes un architecte polymorphe. Vous êtes diplômé en intelligence artificielle du MIT et en architecture du Politecnico de Milan. Vous êtes théoricien et vous enseignez au Politecnico et à Harvard, entre autres, lorsque vous n'êtes pas occupé à publier L'architettura dei cortili milanesi, Asnagoe Vender ou encore Processo e Modello in Architettura e Design en 2016. Votre point commun avec Jean-Michel Wilmotte transparaît très clairement lorsque vous affirmez ne pas avoir de spécialisation. Vous n'hésitez pas à convoquer Brassens, Viollet-le-Duc ou Paul Valéry pour vous faire comprendre. Deux dangers ne cessent de menacer le monde, dites-vous en le citant, l'ordre et le désordre. Votre expertise consiste à redonner vie à d'anciennes enclaves industrielles, à Venise avec le projet résidentiel Junghans en 2003, avec Alfa Romeo à Milan en 2008, ou encore avec la Nuvola Lavazza à Turin en 2017, pour laquelle vous remportez le prix italien d'architecture en 2020. Actuellement, vous travaillez sur l'ensemble industriel pensé par Adriano Olivetti à Ivrea, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Au sujet de votre projet résidentiel pour la Via Valtorta à Milan, vous avez confié à Domus, fin 2020, ce que l'on pourrait envisager comme un credo. Vous dites, je vous cite, « Walter Benjamin avait l'habitude de prétendre que le cinéma et l'architecture sont les véritables arts de la métropolis, parce qu'ils sont tous deux appréciés dans un état de distraction. C'est précisément ce que j'essaye de faire, dites-vous. J'ai conçu un bâtiment qui ne crie pas son existence, qui peut être observé distraitement, mais dont les détails plus sophistiqués apparaissent au deuxième ou au troisième regard. Bureaux, habitations, musées, espaces commerciaux, vous appréciez les changements d'échelle et de territoire pour parler par exemple de vos activités en France. Vous êtes en train de construire un immeuble de bureaux à Bordeaux et participer à Gioia Meridia à Nice, aux côtés de Sue Fujimoto et Lambert Lénac. Vous venez de remporter le concours du Centre culturel de la vallée de l'optique de Wuhan et avez achevé le showroom de Castelli à Milan, un partenaire de longue date qui vous a apporté son concours dans la réalisation de projets tels que Copycat, qui a remporté la mention spéciale du jury de la Biennale de Venise en 2012, et Arcimbuto en 2014, qui est devenu l'entrée permanente du pavillon italien. Projet et matière, nouveaux défis pour le redémarrage durable du Made in Italy, c'est la thématique de cette édition 2021 des Italian Design Day. La conception durable est la philosophie qui consiste à concevoir l'environnement bâti, les objets et les services, conformément aux principes de durabilité, qu'ils soient social, économique et écologique, c'est-à-dire en répondant aux besoins du présent, sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Cette question est donc plus que jamais d'actualité, puisque l'architecte et le designer ont le pouvoir de dessiner le futur. Le Covid-19 a joué un rôle de catalyseur, changeant notre perception du design à tous les niveaux. Quelle peut être la contribution du design italien afin de relever les grands défis environnementaux et sociaux auxquels notre planète est confrontée? Comment allier durabilité et beauté afin de créer un nouvel humanisme? Repenser nos relations humaines, réorganiser nos espaces, nos services, imaginer un avenir dans lequel, grâce à l'innovation, nous pourrions mieux vivre ensemble. C'est un véritable défi. Sans même parler de notre besoin d'espace qui soit hybride, évolutif, nomade, connecté et d'objets qui correspondent et répondent à ces nouvelles exigences. Jean-Michel Wilmotte, Chinozuki, cette dernière année a considérablement bouleversé nos habitudes de vie et de travail, nous mettant au défi d'envisager une renaissance qui soit avant tout durable. Quels sont selon vous les challenges auxquels seront confrontés les architectes et designers? Je pense que tout événement engendre une ère nouvelle, surtout un événement comme nous aura à voir, parce que ce n'est pas un événement local, ce n'est pas un événement européen, c'est un événement planétaire d'abord.
Et je pense que donc ça a une répercussion terrifiante. On ne voit pas du tout ce qui s'est passé déjà. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas mesurer ce qui va se passer au niveau des transports, au niveau des habitations, de la transhumance, tout ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est quelque chose de phénoménal. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que beaucoup de gens ont repris l'habitude de passer plus de temps chez eux. D'être, même voire de travailler chez eux. Ils ont vu les côtés positifs, mais les côtés négatifs surtout. Ils ont vu qu'ils avaient peut-être 2 heures de trajet en moins, ou 1 heure et demie de trajet en moins le matin pour le bureau, mais ils ont vu aussi le côté infernal de travailler chez soi, avec toutes les contingences, les va-et-vient, les enfants, les maris ou les femmes, etc., etc. Ils se sont aperçus que c'était quelque chose de difficile à vivre. Et que finalement, le bureau pouvait être une bulle d'oxygène qui alternait avec la vie chez soi, quoi. Donc je pense que c'est une opportunité pour rendre les bureaux différents. C'est une opportunité pour faire que lorsqu'on va au bureau, on va se retrouver dans une atmosphère, dans un lieu. On ne va pas se retrouver à la maison, mais on va se retrouver quelque chose qui va apporter une chaleur, qui sera moins industrialisé, hein, moins sans âme. Donc je pense qu'on va ramener de l'âme dans les bureaux. Ça me paraît très important. Quand on est dans les bureaux, c'est dans les enveloppes, dans les plafonds, dans la lumière, dans le mobilier, dans tout. On va ramener de l'âme. Ça, c'est très important. Pour redonner aux hommes et aux femmes le goût de retourner dans ces bureaux, de dire tiens, je vais au bureau, je suis heureux de partir le matin, je suis heureux à la limite, je fais 3/4 d'heure de tramway ou de train ou de bicyclette, je ne sais pas même quoi. Mais quand j'arrive, je suis heureux parce que d'abord j'ai des visages qui me sourient, puisque maintenant on a mis le masque, mais j'ai des visages, des gens avec qui je suis complice, des gens avec qui je m'engueule, mais on va retrouver des atmosphères. On va retrouver des atmosphères. Mais nous, ce qu'il faut qu'on a, nous, créateurs, il faut qu'on apporte quelque chose de plus. On amène de la chaleur, de l'acoustique, un petit peu de distanciation, de la flexibilité. Il faut qu'on amène autre chose, quoi. Du bonheur. Moi, si vous voulez, depuis la pandémie, j'ai un secrétaire, elle ouvre toutes les fenêtres avant que j'arrive, toutes les fenêtres sont ouvertes, elle me régénère, elle me remet de l'air propre, pas propre, entre guillemets. Et je pense qu'on a une opportunité d'humaniser le bureau. C'est-à-dire que je déteste on a une expression en France, on dit des bureaux en blanc. C'est-à-dire que on les vend sans occupants prédestinés, puis après on les trouve après. Moi je pense qu'il faut réinventer des atmosphères de bureau qui correspondent aussi à des atmosphères de travail. C'est-à-dire que et quand on veut dire du mal d'un bureau, on dit tiens, on se croirait à la sécurité sociale, on se croirait à la poste. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les bureaux n'ont aucune personnalité. Donc il va falloir qu'on redonne de la personnalité. Par la matière, par la couleur, par la lumière artificielle, la lumière naturelle, etc. Par le fait de pouvoir sortir de son bureau sur un balcon, prendre l'air, éventuellement fumer, discuter avec quelqu'un, prendre un café. On va réhumaniser le bureau, je pense. Alors il y a eu, juste avant la pandémie, il y a eu des excès énormes. C'était tout ce qui est le coworking. On avait 70 cm par personne, on travaillait sur des claviers face à face, etc. On est arrivé à ce moment-là presque à un summum négatif. C'était amusant, parce que c'était amusant de travailler dans une start-up, dans la station F, c'était amusant. Mais à un moment, c'est plus possible. La promiscuité est impossible. Vous avez la respiration des voisins à droite, à gauche, en face, c'est plus possible. Donc il faut aérer les lieux, créer des astuces de distanciation sans que ce soit vraiment des distanciations, des systèmes de chicane comme ça. Et comme je disais, ramener des beaux matériaux et du beau mobilier, des mobiliers solides. Mais là, on a des tables, ça a été comme une table de fer autrefois. On retrouve des choses vraies, des matériaux, et puis des ambiances et de la lumière. Et je pense que la vie au bureau sera différente. Et je pense qu'il y a un boulevard
pour les designers aujourd'hui de dire on va inventer, on va travailler sur le bureau, on va faire rêver les gens. Rêver, trouver des lieux où les gens se croisent, ils font la cuisine ensemble, ils font revivre. Si vous voulez. Un bureau n'est pas qu'un espace cloisonné dans lequel on passe 8 heures par jour. C'est un endroit d'échange. Et là, on restera plus longtemps que 8 heures. Et est-ce que vous envisagez d'ailleurs déjà ces changements à l'échelle de votre agence? Écoutez, je suis en train de faire des nouveaux bureaux. Et dans un des bureaux, je mets une cheminée. Oui. Parce que je trouve ça bien pour l'hiver de mettre du feu. Il y a une cheminée, il y a un salon, il y a une bibliothèque. Parce que je fais revenir les livres. La bibliothèque, ça ne peut pas être que sur des écrans. Donc on remet les livres, l'odeur des livres, l'odeur des pages, le bruit des pages, la lumière, l'atmosphère. Et ben voilà, c'était le premier. On va les livrer dans quelques semaines. Et la première partie est déjà livrée. Il y a une nouvelle atmosphère, c'est autre chose. Vous voyez, c'était un vieux bâtiment, on a gratté les plafonds pour faire revenir des poules qui étaient en dessous, qui étaient cachées sous plein de staff, etc. Donc je pense que c'est très très important pour ceux qui y vivent, pour soi, et pour les gens que vous recevez, parce que c'est votre image de marque. Voilà. Merci. Chinozuki, est-ce que vous avez une pensée? Tout d'abord, je voudrais, excusez-moi pour mon français très macaronique, je parle bien l'anglais, j'essayais de faire le français. On dit latin macaronique en Italie, oui, c'est comme ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, le plus les choses vont vite, le plus les journalistes demandent architectes, dis-nous comme nous vivrons dans le futur. La futurologie, la futurologie, il y a une longue histoire. Jules Verne a écrit Paris dans le XXe siècle, et si on voit les futurologies d'hier, on peut dire que demi de les prophéties sont vraies et demi les choses ne sont pas comme on prévoit. C'est aussi intéressant comme les futurologies on représente les temps qui sont faits. Et si tu vois les Jetsons de Hanna-Barbera, c'était une famille suburbaine américaine, la seule chose qu'il y a un petit hélicoptère aux places de la voiture. Mais c'est un peu une possession aussi de l'âge. Et le problème aujourd'hui, c'est l'accélération de l'émergence environnementale. Et la chose intéressante, je pense que le mot sustainability en anglais, que c'est un mot très important, mais aujourd'hui, il y a un peu un fallout. Il est employé trop. Il y a des fois des usages de mots, aussi résilience aussi, c'est un mot un peu de mode. Mais la traduction de la sustainability en français, c'est développement durable, je pense. Et la notion de durabilité, pour moi, c'est un des plus grands. En côté, nous faisons beaucoup de recherches sur les matériaux, sur l'innovation technologique, on parle tout l'électronique, l'intelligence artificielle. De l'autre côté, dans mon cadre de dessineur de la ville et des bâtiments, l'énergie dépendue pour faire un bâtiment, c'est gros. Et dans la ville haussmannienne, aujourd'hui, nous vivons dans des bâtiments 100, 120, 130 ans. Et peut-être que je ne vais pas être nostalgique, mais les bâtiments que nous construisons aujourd'hui, je ne sais pas s'il va durer les panneaux solaires, comme ça. Ça pour dire que la concession de la flexibilité pour avec un futur incertain, c'est aussi en termes de typologie ou de généricité. Nous bâtissons notre bâtiment sur un programme, mais le bâtiment va survivre les programmes qui sont générés. Auguste Perret, en disant, un architecte est quelqu'un qui fait les permanents à travers les passagers. Les passagers, c'était les programmes, les permanences, les lois de l'optique, de la statique, comme ça. Ça pour dire que dans le Covid, les places Vendôme, Piazza San Marco, de Venise, c'était vide, mais il était là pour expecter notre corps. L'idée, c'est que peut-être que l'échelle de la ville va transformer plus lentement. On ne peut pas jeter en ville comme fait avec un iPhone, comme ça.
la vie, c'est une chose, une métamorphose continue. Ça, c'est une chose très importante. Tout ça pour dire que nous sommes dans une maison, que c'était l'expression de l'esprit nouveau, on peut dire le Corbusier, et peut-être dans le même temps, Le Corbusier a fait Paris 3 millions d'habitants, c'est une gratte-ciel comme ça. Peut-être que c'est merveilleux, il y a deux nécessités de cet âge. Un, c'est un peu comme le degré zéro. Nous avons des problèmes nouveaux et nous ne pouvons pas employer l'histoire pour résoudre ces problèmes. Ça, c'est une chose importante des premiers modèles. Le deuxième, c'est un peu le concept des standards. Non? On fait un forte, quelque chose, on fait le prototype, un peu la répétition pour la masse. Ces deux choses, c'était des choses très importantes à ce moment. Nous avons compris que le futur, c'est un peu plus mélangé, un peu plus un collage. Peut-être qu'aujourd'hui, les standards s'étaient substitués pour les menus à rue, je ne sais pas comment dire en français. Tout le monde choisit toujours. Et la personnalisation, c'est un peu une obsession avec les ordinateurs. Pour dire que je vois le futur un peu comme un patchwork des choses anciennes et des choses modernes. Je suis un gros fan de Paul Valéry. Il a dit, qu'est-ce que je demande à la technologie moderne, c'est de pouvoir vivre avec plus confort en vie non moderne. Paul Valéry, c'est un peu dans le côté conservatoire, mais c'est intéressant. On peut vivre avec un ordinateur, un laptop, dans une villa de Palladio. On peut faire une ville avec un mélange. La réutilisation des bâtiments industriels ou historiques, c'est un part fondamental, je pense, aujourd'hui aussi dans l'issue de la développement durable. Mais d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel, c'est un intérêt pour l'architecture et justement pour la grève contemporaine, sur lequel vous vous retrouvez grandement. Oui, oui. Je suis un grand admirateur de Wilmotte. Non, il était aussi, le techno a fait ça, les choses qu'on fait comme ça, on tourne le Louvre, les fauteuils comme ça, c'est fantastique. C'est dans l'idée de flexibilité avec les corps. Il n'y a pas, dans les chaises modernes, on fait un peu comme ça, on doit faire un peu comme ça. Je pense que la découverte des années 60, 70, 70, un peu de la sexualité, on peut dire, des scènes des Ocher, il y a un fameux collage de Bruno Munari, et c'est une confrontation d'un homme avec un fauteuil, et il y a toutes ces positions comme ça, on peut dormir sur un sofa comme ça. La différence entre les dessins et les différents usages des gens, comment prendre le dessin, ça c'est intéressant, et je pense que Wilmotte a fait beaucoup sur ce thème-là. Jean-Michel Wilmotte, est-ce que vous avez envie de réagir à certaines des idées dont nous a fait part Cino Zucchi sur sa vision de la vie? Je suis 100% pour l'ordinateur dans la vie de la maladie. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on est nombreux à vous rejoindre là-dessus, Cino Zucchi. On aimerait bien, si vous avez une piste, on est preneurs. J'en viens à ma seconde question. Jean-Michel Wilmotte, pour être plus précise, vous avez contribué, enfin, vous avez plus que contribué, vous avez dessiné la scénographie de l'exposition Damien Hirst à la Venise, à la Punta della Dogana, Scuderia à Maranello, mais vous avez aussi développé des systèmes d'éclairage avec Iguzini, avec Artemide, des services à thé, à café pour Sawaya et Moroni, et de la robinetterie pour Christina, sans parler de vos liens de près de 30 ans avec Techno, avec qui vous avez récemment collaboré pour l'aménagement de la CMA-CGM à Marseille en 2020. Votre relation avec l'industrie du design italien est intervenue très tôt et se dessine dans la durée, avec des partenaires auxquels vous êtes visiblement très fidèles. Pourriez-vous nous en dire davantage? Écoutez, ça fait près de 30 ans que j'essaye de travailler avec des partenaires italiens, et ça commence à venir tout doucement. Tout doucement, donc je vois qu'il faut être très très patient. Ça a commencé par la lumière, et puis après, c'est vraiment grâce à Iguzini et Artemide
travailler, connaître l'Italie. Puis après, j'ai essayé beaucoup de collaborations, c'était très très difficile. Et puis effectivement, le Todomodo, j'avais rencontré Nathalie Borsani et notamment le dernier président du groupe, et on avait travaillé ensemble. Et c'était intéressant parce qu'il fallait trouver un siège qui puisse regarder d'un côté une œuvre, de l'autre côté une autre œuvre. Donc on pouvait jouer avec la position du dossier, si on voulait. Et c'est toujours dans une maison, on regarde la cheminée ou on regarde la mer. On ne peut pas regarder les deux en même temps. Donc dans la journée, on regarde la mer et le soir, on regarde le feu. Voilà. C'était un petit peu l'idée. Donc, pour revenir aux collaborations, il y a très très longtemps, pour moi, l'Italie est le berceau du mobilier, c'est évident. C'est quelque chose de. J'allais dire, depuis que je marche, je vais voir la fleur du meuble, le salon du meuble. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est très différent de notre façon de travailler. Les Italiens sont un peu des assembleurs, alors que les Français ils essaient de tout faire, ils font le métal, la peinture, la laque, ils font tout. Alors que les Italiens vont chercher au bon endroit la bonne personne qui va faire la bonne pièce, et après ils les assemblent. Et ça, j'ai toujours trouvé ça admirable. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'essaie de travailler avec différentes firmes. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y a une solution, c'est de s'installer à Milan. Donc j'ai pris des bureaux à Milan, mais le timing n'était pas terrible. Je les ai pris en novembre 19. Donc ils sont fermés 3 mois plus tard. Et là, maintenant, donc on est en 21 et je vais les rouvrir. On rouvre maintenant. Et l'idée, c'était d'avoir un bureau à Milan qui soit uniquement basé sur le design. Je me suis aperçu qu'il fallait mieux que j'ajoute l'architecture, et donc on est en train d'ouvrir une agence. Et on a un bureau à Londres que je vais déplacer à Milan aussi. Je vais faire la base du travail un petit peu, connexion internationale. On va le faire à Milan parce que j'adore cette ville. Bon, je suis un fanatique de l'Italie. Si j'y ai mis la fondation à Venise, je pense que depuis 40 ans, je crois qu'il n'y a pas un mois où je ne suis pas allé en Italie. Très souvent à Carrare parce que j'ai choisi les pierres, mais à Milan ou à Venise pour l'architecture, etc. Je me suis dit qu'il fallait avoir une base à Milan pour avoir un contact. S'il y a un problème dans une fabrication, c'est que 3 heures après, je pouvais être sur place. Donc la décision a été de s'installer à Milan et on est en train de développer beaucoup de collaborations et puis beaucoup de nouvelles avec Techno, parce qu'on a beaucoup de projets nouveaux. J'espère que ça va marcher. C'est un petit peu tout ce qui ressort, si vous voulez, c'est une espèce de. J'avais dans le ventre avec mes collaborateurs, tout ressort et c'est étonnant parce qu'on parle du Todomodo, c'est indémodable, c'est vrai, c'est vous qui avez cité. La date, ça a une trentaine d'années aussi, c'est invraisemblable. J'aime ces choses intemporelles, et ce que j'ai toujours aimé chez Techno. Bon, ce modèle, il a 35 ans, c'est pareil, et ça, tu sens encore, quand tu as vu les fauteuils de Borsani, tout ça qu'on achète plutôt chez les antiquaires que chez Techno. Je ne comprends pas les deux. Oui, mais il faut acheter des vrais. Des originaux, évidemment, pour les moi, je recherche les originaux, j'en ai comme ça. C'est passionnant. Et si vous voulez, donc, j'espère que cette nouvelle installation à Milan qui va démarrer là maintenant va être favorable pour travailler avec des entreprises. On est en contact avec beaucoup d'entreprises. Et pour moi, c'était un rêve. Vous savez, je suis parti du design, j'ai fait l'architecture, le panier, j'avais fait ça. Et après, j'ai l'impression que ce site, je reviens un petit peu vers le design parce que j'ai beaucoup de choses à dire et des choses de plus en plus simples, moins compliquées, des choses très simples, simples, dont on a besoin aujourd'hui. Mais alors, pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire, déjà, on vous souhaite que 2022 soit une excellente année des relations franco-italiennes, en tout cas entre l'agence Villematte et l'Italie. On n'en doute pas. Mais c'est vrai que ce qui est formidable avec ce Todomodo, finalement, c'est qu'il est même sorti du musée. Et vous le disiez vous-même, c'est un objet qui a été conçu pour qu'on puisse regarder, pour que le visiteur puisse habiter l'espace, prendre possession de l'espace de la salle de musée et justement s'installer de part et d'autre au gré du tableau qu'il aurait envie de regarder. Et vous le dites vous-même, finalement, maintenant, il a sa place dans la maison. On choisit sa vue, côté cheminée ou côté mer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez être en relation justement, de quelle façon est-ce que ça pourrait être en relation plutôt avec les problématiques que nous traversons
avec cette nécessité de durabilité, c'est-à-dire de ne pas constamment changer de mobilier, mais plutôt de le voir trouver de nouveaux usages. Est-ce que c'est un exemple à prendre finalement, ce Todo Modo? C'est difficile pour moi de dire ce que je fais comme exemple, mais disons que c'est effectivement, il peut avoir des fonctions dont vous parlez, mais effectivement. Et là, aujourd'hui, je suis à la recherche de mobilier de plus en plus simple, le moins bavard possible, une belle forme simple, une belle matière, parfois suffisante pour s'exprimer. Et c'est un petit peu ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je pourrais faire avec Techno, par exemple. Et est-ce que justement, vous pouvez nous en dire davantage sur votre collaboration pour la CMA-CGM? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que cette collaboration s'est déroulée? Écoutez, alors là, c'est un sujet très particulier puisque les commandes sont de mobilier spécifique. Ouais. D'abord, il y a une table de réunion qui fait une vingtaine de mètres de long, mais qui a été dessinée comme un bateau. Mais c'est une architecture de bateau. Alors c'est très rare parce qu'il y a des sièges autour, mais quand je rentre dans cette salle, j'écarte le siège et je dis aux gens, regardez le piétement, parce qu'on ne voit plus le piétement, mais c'est un piétement qui est un fuselage de riva, entre guillemets, c'est une beauté magnifique, c'est un petit riva. Et puis après, il y avait le bureau du président, c'est Mathieu, il voulait à la fois que je mette une table de réunion, un salon et un bureau. Et je lui ai proposé de faire d'abord un bureau, et suffisamment grand pour que ça se transforme en lieu de convivialité comme pour ses collaborateurs. Ça fait une table de réunion, et c'est une table qui a d'énormes porte-à-faux et qui jaillit d'un socle en marbre, mais avec des très grands porte-à-faux, mais le socle en marbre est tellement lourd qu'on peut si vous voulez, là c'est la techno qui réside des pièces uniques. Et ça, je trouve ça formidable de pouvoir faire des pièces uniques comme ça. Et puis après, peut-être que ces pièces uniques, elles vont se décliner à une autre échelle pour le grand public. Et ça, j'aime bien cette idée aussi. Et vous disiez que vos collaborations avec l'Italie ont mis du temps à s'installer. C'est parce que je ne me suis pas bien pris. Mais non, regardez, Chinozuki, lui, il a l'air d'être ravi de vous voir et d'avoir le temps d'échanger avec vous. Donc, mais c'est un petit peu de votre faute parce que vous ne m'avez pas présenté avant. Ah voilà. Bon, très bien. Alors justement, Chinozuki, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce que vient de nous dire Jean-Michel Guilmotte? Est-ce que vous, en tant qu'architecte et designer, ces difficultés que peuvent ressentir les architectes étrangers à s'implanter en Italie, à venir travailler avec les industriels italiens, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous voyez, que vous comprenez ou pas du tout? C'est pas une question piège. Les Italiens sont des assembleurs. Et il a allumé mon mémoire académique. Et on fait notre citation de Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, il y a l'introduction. Il a dit, il y a deux figures, on peut dire, mythologiques. Un, c'est l'ingénieur et l'autre, c'est le bricoleur. L'ingénieur, il n'y a pas de préjudice de forme. La forme, c'est le dernier produit d'un procès d'application d'une méthode. On peut faire un exemple, si on dessine en école, on peut calculer le nombre de garçons, les courbes de soleil, les résistances des matériaux, la géologie, le budget. Ça, c'est un peu comme l'architecte avec une chemise bleue, comme ça, un peu. C'est qu'on prend un idéal scientifique de l'architecte, on fait un processeur, et après, on processe toutes ces data, et la dernière chose, c'est la forme. La forme, c'est seulement la fin de le procès. Il n'y a pas de préjudice. Les bricoleurs, on dit Claude Lévi-Strauss, c'est un peu le contraire. C'est un peu comme le Robinson Crusoe, qui doit faire à maison avec un morceau de bateau comme ça. Il y a des formes existantes et il recombine les formes existantes pour répondre à des besoins neufs. Nous avons, je ne sais pas si on peut faire, il y a un lampe là de Castiglioni, et ça, Toyo, c'est un bricolage, c'est un assembleur. Il a pris une lumière de voiture avec des choses comme ça, un dynamo. C'est très intéressant. Pourquoi il sert de quoi pour pas que il casse un peu le procès fonctionnaliste. Je pense que aujourd'hui,
c'est un peu le dessin italien, c'est l'intérêt des dessins italiens en rapport, peut-être aussi, il y a l'école des Ulm, les rasoirs Brown, les gouttes-formes, on dit en allemand. Okay? Tout ça, c'est très très belle. Mais les Italiens de ces années, c'est un peu plus inquiets, un peu plus mélangeurs. Et ça, je pense qu'il doit être quelque chose un peu, pas des révolutionnaires aussi, mais des révisions des modèles fonctionnalistes de le dessin. J'ai 4 fils et je trouve mon fils endormi sur les sofas les jours, le matin, avec l'ordinateur, avec quelque chose d'Amazon.com, il a mangé quelque chose comme ça. La vue de mon fils endormi sur les sofas, tout son univers fonctionnel, c'est pendant 8 mètres carrés. Et dans les maisons, les fonctionnalités, les salles de bain pour se laver, la cuisine pour préparer le dîner. Chaque chambre, il avait un nom lié en fonction. Aujourd'hui, je pense que la loftisation, on peut dire, de l'espace, c'était beaucoup plus, les gens, les millénials, on vit une vie très différente, peut-être liée à l'ordinateur. La seule place fixe, c'est ça. Et ça, c'est portable. Tous ces objets de mécanique, ce sont dans un iPhone. Et ça, nous doit penser d'espace de travaux, comme on a dit, et aussi de la maison, en manière différente de le fonctionnalisme. L'idée de réemployer choses que nous connaissons en façon nouvelle, c'est aussi un peu écologiste, non? Un peu l'idée de bricolage, comme ça. Et je pense que la pensée italienne dans le dessin, dans la belle saison, on peut dire, de la dessin italien des années 50, 60, comme ça, et maintenant, aujourd'hui, ça c'est intéressant, je pense. Pourquoi Artemide, qui a travaillé avec Artemide, Gismondi, il était à la même fois entrepreneur et dessinateur. Mais Artemide a commencé avec des dessinateurs italiens, dans les années 80-90, a commencé à travailler avec tout le monde. Il y a un mélange entre entreprise et artisanat en Italie, que c'est il a un peu anticipé l'idée de faire quelque chose ad hoc, pas un standard. Et je pense que ça, c'est très interactif. C'est un peu une invention ensemble entre le dessinateur et les gens de ça. C'est pas trop, un peu un processus flexible d'idéation. Artemide travaille beaucoup plus aujourd'hui avec le dessin de tout le monde. Je pense Mais ce sont aussi, il faut avouer, ce sont des modèles d'entreprise qui sont très familiales et qui, de fait, j'imagine, là-dessus, vous pouvez peut-être nous donner votre expérience, mais qui facilite cette fidélité au fil des années, qui vous permet de garder le lien, de tisser des liens forts, et finalement, 30 ans plus tard, de revenir vers les mêmes entreprises. J'évoquais Iguzzini et Artemide, mais vous, Chinozouki, j'ai l'impression que vous avez exactement le même type de relation avec Castelli. Ce sont des relations que vous parvenez à conserver au fil des années. Non, il y a une dimension humaine, certainement. Oui. Mais l'idée le mélange entre le savoir-faire et les connaissances artisanales et l'expérimentation, c'est le cas. Si tu as trop d'expertise, il y a des fois que tu deviens un peu écran sur la note. Je pense que, c'est un peu nationaliste ce que je dis, mais les entreprises italiennes ont un mélange très intéressant entre les connaissances artisanales, mais aussi l'expérimentation. Oui. J'étais dans une très très petite entreprise près de Padova et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh ça, nous avons gagné la compétition pour le verre sérigraphié de je pense de la Samaritaine de Jean Nouvel. Aujourd'hui, je pense que tout vient de faire la chose de la Samaritaine, non? Les conférences. Mais et c'est le seul dans toute l'Europe qu'on peut faire cette tolérance précise de la sérigraphie sur le verre. Et je pense que le mélange, c'est très bien. C'est la seule chose à faire avec un monde global. Pourquoi aujourd'hui, on doit
peut être... La compétition, c'est très différent. On ne peut pas reproduire les conditions des années 50-60 dans toutes les entreprises. Je pense que ça, c'est nostalgie. On doit avoir le monde comme il était aujourd'hui. Et Jean-Michel Wilmot, je vous voyais sourire à ma question. Elle vous évoque quelque chose de spécifique, ces liens que vous avez tissés avec ces entreprises familiales de très longue date? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est spécifique à vos relations avec l'Italie? Ah oui, totalement. Je pense qu'on travaille avec des entreprises avec qui on commence des collaborations. C'est les frères, c'est avec la famille, les fils, tout ça, c'est étonnant. Quoi. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve sympathique quand même. Et puis après, si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une recherche tout le temps d'essayer de trouver la bonne solution, la personne qui va savoir faire le moule en verre, qui va savoir faire le truc. On travaille par exemple avec une pote qui s'appelle Lumina. Je trouve ça incroyable. On a fait des dessins qui sont très au point, mais ils vont chercher plus loin, ils font des prototypes. Et malgré la pandémie, on fait du zoom sans arrêt, et ça n'a pas freiné la créativité. Ça, je trouve ça assez étonnant. Ça force l'admiration. Ça force l'admiration. Oui, tout à fait. Les frères qui forment l'entreprise Spotify, c'est des vraies générations comme ça qui s'occupent de. On a vu ça chez BB, on a vu ça dans beaucoup de boîtes. Et ça, je trouve ça très attaché à l'Italie. Ce souci de transmission. Ces familles qui ont des entreprises autour de Milan, comme ça, des très très belles entreprises. Chinozouki, moi j'avais une question un peu plus spécifique, mais qui finalement suit le fil de votre pensée. En 1972, au MoMA, était présentée une exposition qui s'appelle Italy, the New Domestic Landscape, qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 50 ans déjà. Je me demandais si vous aviez une vision à la fois peut-être fantasmée de l'intérieur de demain. Est-ce que finalement l'intérieur de demain se résumera à un ordinateur ou à un ordinateur dans une architecture de Palladio? Est-ce que vous auriez quelques idées pour nous? Quand j'étais un petit garçon, j'ai envisagé un monde futur, c'est un peu Space Age. Et je pense que dans cette exposition, quand je me rappelle que quand j'avais 10 ans, je voudrais avoir un fauteuil de Cini Boeri avec tous ces couleurs, un peu Austin Powers, on peut dire aujourd'hui, non? Un peu ces mondes-là. Beat, un peu Archigram, un peu ça. Et les Italiennes, et aussi à tout un côté de dessin radical, l'exposition que tu as nominée, c'était un peu comme ça. L'idée que les objets un peu perdre pour un moment les niveaux symboliques, un fauteuil comme ça, et prendre le temps de utile, quelque chose qu'on peut avoir en disposition libre dans l'espace, un peu aussi comme le replan d'un nouvel type de vie. Je pense que les années là, il y a quelque chose dans l'air, on peut dire, times they are changing, un peu comme Bob Dylan, quelque chose comme ça. Peut-être que les choses ne sont pas allées en cette direction. C'était un peu Lacan, les français, un peu comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très différentes, mais la dimension utile des plateformes de la maison s'est dérivée de ces recherches-là. Il y a Mario Bellini, c'était un dessinateur, il a fait un projet expérimental qui s'appelle Car à Sutra. Oui, c'était un peu la Renault Espace, si tu penses, c'était un projet utopique en voiture comme en place de vivre. Peut-être que l'espace, on peut tourner les choses comme ça. Et beaucoup de dimensions de recherche dans les biennales et triennales, il y a aussi tout le rôle des expositions. Les expositions, c'était des places où on devait voir comment on vivra demain. Mais il y a un moment que tout ça a pris un caractère d'expérimentation très,
précoce. Aujourd'hui, on peut dire que le dessin, c'est pluraliste. Je ne vois pas plus un seul. Il y a des thèmes, le développement durable, la durabilité, les matériaux. Il y a un peu un retour à faire les choses bien aussi avec ça, mais on peut pas faire un mainstream. Je pense qu'il y a beaucoup de lumière comme ça, un peu comme... Et l'acceptation de la pluralisme culturel aujourd'hui, c'est très important. Le sentiment commun, c'est une idée de fluidification des rôles des parts de la vie. C'est un peu une unification des moments de travail, comment dire aussi, un mélange entre la dimension domestique et la dimension de travail. Ça, c'est une des choses plus importantes. Les places de travail, c'est devenu un peu comme une maison, et les maisons, on travaille beaucoup à la maison. C'est un peu un mélange. Mais c'est vrai que c'est formidable parce que vous l'avez mentionné, et Jean-Michel Wilmotte, vous suivez tout à fait, en parlant de ce lampadaire Toyo. Et finalement, cette exposition, elle a présenté aussi bien les travaux de Joe Colombo, la Kara Sutra, les travaux de Archizoom, qui étaient effectivement peut-être le comble du futurisme, de la pensée théoricienne, et d'autre part la chaise Clia, qui reste un indémodable que l'on trouve toujours partout et que l'on recherche presque vintage, bien que visiblement ce ne soit pas au goût de Florent Léonet, mais c'est vrai que ce sont des objets qui nous sont parvenus encore aujourd'hui, dont on se demande comment on pourrait les réinventer. Je ne doute pas qu'on puisse les réinventer, mais le cinquantenaire, envisager le cinquantenaire de cette exposition, c'est aussi une façon d'envisager l'ère de demain, et avec tous les défis qui se posent à nous et à vous avant tout aussi. Ça pose en tout cas beaucoup d'interrogations et de défis et de challenges pour l'architecture et le design de demain. Florent, est-ce que vous avez envie de réagir par quelques mots? J'ai quelques questions à vous poser. Alors, je ne pas la question, mais évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est dit, ne serait-ce qu'on parlait de transmission, de société italienne qui soit une société familiale, et de choses que l'on constate aujourd'hui, où effectivement on est dans la transmission des anciennes générations aux nouvelles générations, mais toujours dans le cadre de la famille. Également sur la façon dont les Italiens travaillent avec cette somme de toutes les expertises sur chacun des compagnons et des artisans qui composent finalement ce qu'on peut appeler une marque, finalement. Et à la fois sur du mobilier qu'on peut considérer comme du mobilier classique, on appelle ça du classique du mobilier contemporain, et à la fois sur du mobilier tourné vers l'innovation, avec les nouveaux produits pour répondre aussi à la fois aux nouvelles attentes des utilisateurs, et également répondre et accompagner les architectes dans leur dessin et leur conception. Alors, c'est vrai que une des particularités de Techno, même si ce n'est pas la seule particularité de Techno, et que beaucoup d'autres entreprises italiennes ont à peu près le même profil, il est évident que vous avez à la fois une culture artisanale et une logique industrielle très très forte, une connaissance des matériaux, une quête d'innovation, et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance à de nombreux produits devenus des icônes du design, comme le fauteuil P40 d'Osvaldo Borsani, dont est issue la banquette qui se trouve derrière vous, Jean-Michel Wilmotte, ou la table Nomos de Norman Foster. Aujourd'hui, plus que jamais, et Jean-Michel Wilmotte et Chinozzi qui le rappelaient, les lieux de travail se renouvellent, les codes changent, les façons de vivre évoluent, l'hybridation entre l'espace public et l'espace privé, le lieu de travail, le lieu de vie, bouleverse grandement nos intérieurs. Quels sont justement les nouveaux scénarios conçus par Techno pour y répondre? Et par ailleurs, plus généralement, quels sont, d'après vous, les nouveaux challenges et les nouvelles opportunités auxquelles sera confrontée l'industrie du design italien au sortir de la crise du Covid-19, dont nous sortons difficilement et espérons sortir rapidement?
Alors, Techno pousse la réflexion justement sur cette nouvelle utilisation des espaces de travail et cette révolution dans le monde du travail, à la fois dans l'espace de travail, à proprement dit, dans les espaces de bureau, et la réflexion a été poussée jusque également accompagner des utilisateurs dans sa façon de travailler chez lui. Donc toute une réflexion s'est mise en place sur innover, trouver des produits qui s'adaptent à ces deux nouvelles façons de travailler, qui se concrétisent. Pour vous donner un exemple, par exemple, par des... on est en train de voir que l'open space est en train d'être complètement remis en question. Donc on accompagne les space planners, les architectes avec des nouveaux produits qui sont de apporter des bulles de concentration, des bulles d'isolation au sein des open space pour justement casser ces open space et rendre l'espace de travail plus agréable avec des modules ouverts à tout le monde et par module, je dis complètement modulable, d'une cabine pour 2 personnes qui puisse être transformée en 3 personnes, qu'on peut aménager à la fois avec une banquette, une table, etc. Donc vraiment pour que l'utilisateur puisse s'approprier l'endroit, l'espace de travail. Pour les espaces de travail, et réflexion va aller jusqu'au aussi, puisqu'on parle énormément de télétravail qui commence à devenir la norme aussi de plus en plus, accompagner l'utilisateur jusque dans son espace privé avec des modules du mobilier qui lui permettent de différencier son espace personnel de son activité professionnelle en télétravail. Voilà, on a imaginé, en relation avec des designers, comment effectivement on peut faire en sorte que l'utilisateur puisse travailler chez lui, mais à la fois faire la différence entre son espace privé chez lui et effectivement son espace de travail. Et voilà, nous sommes dans une élaboration de prototypes pour créer justement des modules autonomes, de petits bureaux complètement automatisés, qui s'ouvrent automatiquement, qui donnent donc lieu à un espace de travail avec des écrans intégrés, et connectés évidemment. Et une fois que la journée de travail, le temps de travail est terminé, ce module se referme complètement et redevient complètement discret, ce qui permet à l'utilisateur de se réapproprier son espace personnel et justement de pouvoir faire la différence entre son espace privé et son lieu de travail. Tout un programme. Un sacré challenge. Un sacré challenge. Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, peut-être du point de vue de l'industriel, de vos collaborations avec Jean-Michel Wilmotte? On a parlé que de 2 projets, mais il y en a eu plus. Il y en a eu de myriades, on peut en nommer pas. Peut-être que vous pouvez aussi nous souffler quelques informations sur vos projets à venir. Je ne sais pas si vous m'y autorisez. Nous avons des discussions assez ouvertes avec des grandes sociétés, des grands groupes. Et nous accompagnons, on parle de l'agence Wilmotte, sur effectivement un dessin, une intention, au-delà même un plan d'exécution, et nous fabriquons. Donc il y a une relation, une conversation qui se met en place, justement sur toute la réflexion, sur la matière, quels sont les matériaux les plus appropriés, effectivement, donc, souvent définis, mais aussi où nous, on se laisse la liberté peut-être d'intervenir en étant proposé des nouveaux produits, puisqu'on est en relation aussi, de par la structure des usines italiennes avec tous nos fournisseurs, donc forcément toujours au fait des nouveaux produits, des innovations, donc de conseiller aussi. On accompagne les architectes et, comme ça s'est passé avec le Domodo aussi, ou d'autres types de mobilier, où finalement un mobilier, un projet pour un mobilier sur mesure, d'être adapté, et puis que ce meuble-là rentre au catalogue, et finalement c'est comme ça qu'on arrive aussi à entretenir notre catalogue et entretenir notre collaboration avec les designers et les architectes. Ouais, sauf erreur, il y a eu aussi un banc, une table basse. Il y a un banc, une table basse, effectivement, et peut-être les éléments de mobilier dont vous parliez pour CMA, CGM, qui pourrait, pourquoi pas, aussi faire l'objet d'une nouvelle collection. Formidable. Est-ce que vous pouviez nous dire quelques mots du meuble qui se trouve derrière vous?
Chinozuki. Une réalisation assez exceptionnelle. Peut-être que Jean-Michel Pittman peut en parler avec moi aussi. Pour un grand industriel. Un industriel qui est dans l'acier, et pour qui nous avons dessiné toute une collection de meubles, de rangements, de cloisons, à partir de tôles perforées. Et dans lequel on intègre la courbe, ce qui était une première génération. Et qui pour nous est un challenge technologique aussi et technique, puisque intégrer la courbe n'est pas toujours le plus évident à réaliser sur le plan univers, métal, etc. C'est là où on a réussi effectivement à collaborer de façon constructive sur la réalisation. Et c'est un projet qui date de quand? C'est un projet qui date, enfin qui est encore en cours. On va démarrer le bâtiment maintenant. Ah d'accord. Donc on est en train de... oui, c'est un prototype, mais un prototype qui n'est pas abouti dans le sens où le projet, en termes de mobilier et de design, évolue encore, peut-être des améliorations. Voilà, il est là pour qu'on puisse en discuter, et c'est l'intérêt aussi, c'est de créer des prototypes pour se retrouver autour et qu'il y ait ce contact à l'objet aussi qui est très important, parce qu'on a les dessins, mais on a la chance aussi de pouvoir créer des prototypes et en discuter directement. Et vous, Chinozuki, est-ce que vous avez déjà eu une affinité particulière avec Techno, avec certains de ces meubles? Non, je suis un fan de Techno. Ils ont une très belle place aussi à Milan, dans les nouveaux développements de Milan, à Porta Nuova. Et je pense que ces dimensions, un peu, il y a la tradition de Borsani, les Shetland comme ça, mais aussi je ne sais pas comment dire, les divisions entre les séparateurs. Oui. Et ça, c'est aussi très intéressant. Pourquoi le thème de la flexibilité. Et on voit, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire des choses qu'on peut changer sans avoir trop l'effet d'assemblage de machines. Non, il y a un problème un peu de repos. Quand la chose est là, doit être en posture. Et je pense que les clôtures de Techno, ils ont aussi c'est une chose intéressante, je pense. Il y a un autre, les niveaux plus incroyables de technologie, c'est près de la magie. Aujourd'hui, la technologie plus sophistiquée donnait la chose simple. C'est difficile d'arriver à parvenir des apparitions de la technique, c'est ce que je veux penser. Et c'est un peu comme les Macintosh ou comme ça. Les dessins plus sophistiqués, c'est un peu comme dans tout l'art, les efforts, je ne sais pas comment dire en français, efforts, et c'est dissimulé dans les produits finaux. Il y a beaucoup de force pour danser, comme Nureyev, mais il voit comme et je pense que les projets que j'ai vus, j'ai employé des clôtures techno, c'est fantastique. Pourquoi? C'est très très sophistiqué, mais transparent, et c'est un peu disappearance avec en présence. Et pour obtenir ça, c'est pas facile. Je pense que le machinisme, on doit être un peu purifié par la forme finale. Aussi pour travailler, il y a des produits qui sont des classiques modernes, peut-être les Ptolomeo par Artemide. Pourquoi? Ils ont l'air des utiles, un peu industriels, pas trop machinisme. Ce sont des objets qui servent nos vies quotidiennes. Aussi, Wilmot a parlé d'un degré de simplification. Oui. Donc, vous rejoignez tout à fait là-dessus. Oui. Je pense qu'avec on doit faire quelque chose. Et c'est difficile de dire que va être classique pendant peut-être il y a 20 ans. Un peu pas possible de dire maintenant. On le souhaite. Mais on essayait de faire quelque chose que c'est durable. Oui, d'accord. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose, Florent? Écoutez, on est très ravis de vous accueillir ici et j'en profite d'ailleurs. Effectivement, si Techno est installé ici dans la Maison aux Enfants, c'est pour donner une image assez forte de la relation qu'on a en tant que marque avec
commencé en créant ce qu'on appelle le Techno Club, c'est-à-dire que la maison est ouverte grâce à un système de domotique et de mobilier connecté que nous avons innové, où la maison est en libre service en fait, et ouverte à tous les utilisateurs qui peuvent venir grâce à une application, avoir accès à la maison pour venir y travailler. Donc voilà, cet espace évidemment est ouvert aux amis techno, qui sont les architectes, les designers, les prescripteurs, et tout le monde y est effectivement bienvenu pour profiter de ce lieu. Quelle chance! Chinozouki et Jean-Michel Delmotte, merci mille fois pour votre participation. Évidemment, je ne veux pas vous couper la parole si vous aviez envie d'ajouter quelque chose ou envie de clore cette discussion. Je vous laisserai volontiers la clore avant moi. Il s'agissait donc de Italian Design Day. Le magazine Intramuros, fondé par Chantal Hamed en 1985, connaît une nouvelle vie grâce à l'enthousiasme du nouveau directeur général Frédéric Marty. Nous étions ravis d'être partenaires de l'agence italienne pour le commerce extérieur et remercions toutes les équipes qui ont participé à la réussite de cette belle journée et de cette conversation fort intéressante. Florent Léonet, merci beaucoup pour votre accueil. À très bientôt donc, ici au sein du T-Club, on l'aura compris, ou à Milan du 5 au 10 septembre pour le Salon du Meuble, nouvelle version conçue par Stefano Boeri. Arrivederci et grazie mille a tutti. Merci. Merci beaucoup.